cette armée américaine qui pousse à 200% son déploiement. Ça va des B-2 au B-52, cela va au Lincoln, aux avions de ravitaillement, au F-18, au F-35. On va le détailler et on va ouvrir le débat sur le sujet. Pendant ce temps, le guide suprême iranien passe à la provocation ouverte. Il jure qu'il peut mettre le feu à toute la région et donc provoquer l'instabilité mondiale. Il s'en prend aussi très directement à l'Europe. C'est l'un des thèmes de notre duel des idées. Avec vous, Jean-Michel Apathy, bonsoir. Bonsoir, Darius. Et avec vous, Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Merci à l'un et à l'autre. J'aimerais vous entendre d'abord là-dessus, c'est-à-dire sur ces images, sur l'effort de guerre américain. On a même vu apparaître les B-52, il n'y a pas plus symbolique, disons, de l'histoire de la puissance américaine. On est en 2026 et ça reste... Oui, hein, c'est le bombardement, la bombe nucléaire, oui, bien sûr. L'armada réunie par les États-Unis est impressionnante. Hein. Pourquoi faire? Qui sait? À part Donald Trump, nous, on ne sait rien. C'est très rare quand même de n'avoir aucune information. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont... Et puis il y a autre chose, vraiment, c'est une torture politique, cette question, parce qu'on comprend que l'administration américaine est prête à négocier avec les Iraniens sur le nucléaire. Ça soulagerait le monde s'il y avait un renoncement iranien au nucléaire. Mais en même temps, on négocie avec des assassins qui se sont comportés au mois de janvier avec leur propre peuple d'une manière incroyable, qu'on a rarement vue avec cette intensité. Ce sont des criminels. Et c'est une scène qui, à bien des égards, laisse un peu sans voix, même si pour nous faire taire, il en faut davantage. Henri Guénaud. Alors moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que si on ne sait rien, c'est parce que Donald Trump lui-même ne sait pas à ce stade ce qu'il va faire. Il est saisi sans doute de plusieurs propositions. Oui, il y a plusieurs possibilités. Et en même temps, il se trouve devant ces fameux dilemmes tragiques auxquels la politique se trouve très souvent confrontée, même quand le responsable politique n'a pas beaucoup de limites et pas de surmoi. Voilà. C'est-à-dire que là, cette armada, oui, pourquoi faire pression? Très bien, une pression psychologique, politique. Après, à mon sens, ce n'est pas avec cette armada-là qu'on va renverser le régime iranien. Bon, alors on peut bombarder. Plutôt ce régime disparaîtra et mieux ce sera pour les Iraniens d'abord et pour le monde entier aussi. Mais on connaît l'histoire des chutes, des renversements de régime. Hein. Mais ce qui se dessine, c'est une volonté de négociation, visiblement, non? Enfin, c'est difficile de savoir. C'est l'un ou l'autre. Très franchement, si on met bout à bout les dernières informations, c'est les Saoudiens qui commencent à pousser pour l'intervention, les Israéliens qui poussent à fond pour bombarder, ça c'est sûr, alors tous azimuts, le régime. Voilà, donc il y a une incertitude. Si les Iraniens disaient on renonce à l'arme nucléaire, que feraient les États-Unis? Encore faudrait-il les croire. Alors, encore faudrait-il les croire, avoir les moyens de contrôler. Il y a beaucoup de questions qui resteraient posées, bien sûr. Mais s'ils disaient ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous souhaitez, sur ce plateau, depuis quelques jours, il y a des opinions très contradictoires, y compris ceux qui disent, c'était Renaud Girard, qui a suscité beaucoup de réactions, qui disait non, il faut être franc, il vaut mieux une dictature qu'une guerre civile. Et il disait, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé avec Kadhafi montre que, bien sûr, la dictature est affreuse, mais l'anarchie et la guerre civile, c'est pire encore. Est-ce que vous le pensez? Alors, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est aussi épouvantable, voilà, aussi insupportable. C'est ce qui s'est passé en Irak est typique, hein, puisque ça a fait après, dans la durée, plus d'1 million de morts, des millions de gens, des millions de réfugiés. Ça a fait naître Al-Qaïda. Je veux dire que ça a été une catastrophe absolue. Donc, on a effectivement eu la peau d'un dictateur sanglant, ce qu'était Saddam Hussein, et en même temps, on a eu une catastrophe humaine. Donc, voilà, on est confronté à encore une fois, à ce dilemme tragique, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de bonne solution. Donc, est-ce que je le souhaite? Mais je ne sais pas, au fond. Voilà. D'une façon générale, moi, je ne souhaite pas qu'on règle tous les problèmes de la planète avec des interventions militaires. Elles finissent toujours très mal. Mais en même temps, devant un régime pareil, on ne peut qu'être hésitant et se dire que peut-être c'est une solution. Mais je ne vois pas comment on arrive à détruire ce régime sans provoquer une catastrophe si on ne fait pas vraiment la guerre. C'est toujours la même histoire. Est-ce que les États-Unis sont prêts à faire la guerre à l'Iran, vraiment la guerre, c'est-à-dire à rentrer sur le territoire iranien, comme ils l'ont fait sur le territoire irakien, par exemple? Je crois que non. En fait, je crois que voilà, Trump, il est confronté à la fois
dilemme deux moral. avis là-dessus. Il est confronté à ce dilemme moral, mais il est confronté aussi à son opinion, y compris à sa base électorale. Je crois qu'il est très difficile dans un raisonnement, sur un plateau de télévision, quand des gens écoutent, très difficile de dire qu'il vaut mieux une dictature qu'une guerre civile. Parce qu'une dictature, ça fait souffrir des gens. Et donc la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que les gens sortent de la dictature. Alors on n'est pas sûr qu'une action militaire, un soulèvement populaire soulage un peuple de la dictature. On n'en est pas sûr. Mais la dictature partout, c'est inacceptable. C'est insupportable. C'est avec ce raisonnement tenu dans les démocraties, il faut bien le dire. Il vaut mieux une dictature que autre chose, que l'on a couvert tous ensemble des dictatures sud-américaines épouvantables. C'est avec ce raisonnement qu'on a couvert des régimes arabes. Je pense à la Syrie. Pendant des années, on a couvert Bachar el-Assad, enfin son père. Puis quand Bachar el-Assad est arrivé au pouvoir, on l'a invité à Paris. Bachar el-Assad a fait un 14 juillet à Paris. Quand même. Kadhafi habitait à Paris, enfin la liste est très longue. Oui. Alors Kadhafi a été dans des conditions qui étaient particulières. Saddam, les bisous de Chirac à Saddam. Bachar el-Assad, je reviens juste là-dessus, je crois que c'est 2008, il est invité parce que tout l'Occident pense que c'est un type bien. Sa femme, qui a étudié à Londres, paraît être sensible à la culture de l'Occident, et on a vu ce qu'était Bachar el-Assad. Donc, tout vaut mieux qu'une dictature quand la dictature est en place. Ensuite, ce qui la remplace, hélas, peut être autre chose que la démocratie, et il faut continuer à lutter. On ne peut pas ne pas se poser cette question. Voilà. C'est-à-dire que si un peuple se soulève et renverse sa dictature, très bien, on peut l'aider, on peut l'accompagner, mais quand le renversement de la dictature vient de l'extérieur, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, c'est plus compliqué, oui. Je plaidais coupable pour la Libye, hein, regardez le résultat. Voilà. Quant à Bachar el-Assad en 2008... C'était une erreur, la Libye ? Après coup, c'est une faute, oui. Mais quand ça a été décidé, quand ça a été décidé, personne ne voulait renverser le régime. Il faut se souvenir de ça. Exactement. Voilà, c'est pour y avoir assisté. Voilà, pour y avoir assisté, personne ne voulait renverser le régime. Au début, l'idée était de protéger les populations de Benghazi qu'ils voulaient massacrer, voilà, et d'avoir voulait massacrer une partie de son peuple, et d'avoir une zone d'exclusion aérienne. C'était d'ailleurs le mandat que nous avait donné le Conseil de sécurité. Mais comme toujours, la guerre est un engrenage. Quand vous commencez à mettre le doigt dedans, vous ne savez pas où ça va finir. Voilà, donc c'est un cas d'école de ce point de vue-là, plutôt que de se dire sans arrêt, ce qu'on a fait, c'est pas bien, c'est très mal, c'est une faute, c'est une erreur, ce que au fond, je pense, mais je me l'applique à moi-même. Mais simplement, il faut en tirer les conséquences, il faut en tirer les leçons. La leçon, c'est que quand on met le doigt dans l'engrenage de la guerre, on ne sait pas où on va s'arrêter. Je continue. Mais parfois, il faut le mettre, le doigt dans l'engrenage de la guerre. Oui, vraiment, c'est vrai, mais en dernière extrémité. Ce sont des circonstances historiques qu'il faut évaluer chaque fois. Attendez, il faut évaluer provoquer l'un et l'autre. Est-ce que le résultat de tout ça, vous diront les Américains, et vous diront un certain nombre d'Iraniens, est-ce que le résultat de tout ce que là, c'est une discussion d'aimables, charmants intellectuels français, européens, mais on ne fait rien. Donc la conclusion de ça, c'est on ne fait rien. Oui, mais ça, c'est trop facile. C'est trop facile parce que le dilemme tragique est quand même là. Donc dire, oui, on fait rien. Quelle est la responsabilité qu'on prend en faisant ça? C'est aussi une question profonde. C'est une question auquel est confronté le responsable politique. Je finis sur Bachar el-Assad. Pourquoi il a été invité? Il a été invité parce qu'on faisait le sommet de la Méditerranée, c'est-à-dire la création de l'Union pour la Méditerranée, dont je maintiens que c'était une très grande idée et qu'elle était absolument nécessaire et pour l'ordre du monde et pour l'Europe et pour la paix dans le bassin méditerranéen. Bon, je vous rappelle quand même que au moment de cette invitation, on a obtenu de la Syrie. Les Iraniens ont tué 30 000 personnes. Ils pendent 1000 personnes. Vous n'allez pas leur dire, écoutez, on fait l'Union de la Méditerranée, c'était bien, blablabla. C'est pas blablabla. Non, c'est pas blablabla. À force de dire blablabla, à chaque fois qu'il y a un grand dessein et un grand projet, on finit précisément par ne plus rien faire du tout. C'est Jean-Michel Apathy qui a soulevé le problème de Bachar el-Assad et de 2008. On a obtenu ce jour-là quelque chose qu'on n'avait jamais obtenu de la Syrie dans toute l'histoire, de reconnaître la souveraineté du Liban. Ça n'était pas tout à fait rien. Deuxièmement, s'il y a eu tant d'hésitation pour Bachar el-Assad ensuite par rapport à la survie de son régime, c'est parce que si le régime était tombé, le risque était que Daesh
aille jusqu'au Maroc. Laissons Bachar. Aujourd'hui, Voilà. l'Iran. Non, mais c'est pareil. Donc, la Ce que je conclusion, veux dire, c'est que c'est pareil. j'aimerais vous entendre là-dessus. La conclusion dans les nôtres. La C'est conclusion pareil. sur l'Iran. C'est pareil. Une mauvaise conscience. C'est pareil. C'est tout. Chaque fois qu'on est en face de la guerre, il y a un dilemme tragique qui se pose aux responsables politiques, et vous ne pouvez pas l'éluder. Je pense les que depuis fous quelques sont ceux jours, qui l'éludent. depuis quelques jours, le problème se pose à peine un peu différemment, à peine. Hein. C'est-à-dire que depuis quelques jours, nous avons compris que les 8 et 9 janvier, le pouvoir iranien a tué dans des conditions d'une boucherie incroyable 30 000 des siens. Et peut-être que nous sommes loin du compte. Les estimations de blessés. Alors, blessés, ça ne veut rien dire. Hein. On peut l'être plus ou moins gravement, et on est tout le temps traumatisé. Vont de 100 à 350 000, et là non plus on ne sait rien. Est-ce qu'un pouvoir assassin peut se maintenir en toute impunité, et nous sommes condamnés à l'immobilisme et uniquement aux commentaires? C'est vrai que c'est quand même très cruel, et qu'on a envie de les aider, et que peut-être il y a des moyens de les aider, et que nous ne les mettons pas tous en œuvre. Je ne sais pas... la communauté internationale devrait être mobilisée davantage qu'elle ne l'est. J'aimerais... Comme on est en train de tuer... Elle n'existe pas, la J'aimerais vous poser la question Comme on est en d'après. train de tuer le seul organe représentatif de la communauté internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, dont, dans l'indifférence générale, le secrétaire général a dit que bientôt il déposerait le bilan. Eh bien, nous n'avons pas d'outils pour aider. J'aimerais vous les entendre l'un Iraniens. et l'autre, pardon. Si on étend la discussion, les images qu'on a vues depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce déploiement américain tellement colossal, les images des bases américaines en Europe, les images des bases américaines au Proche-Orient, au total, est-ce que pour vous, aujourd'hui, en 2026, les États-Unis, quand on regarde les dernières interventions, sont dans le rôle de l'incendiaire ou du pompier? En gros, est-ce qu'on a besoin d'eux encore comme gendarmes du monde, ou au fond, est-ce qu'ils créent davantage de désordre qu'ils n'en réparent? Alors d'abord, personne ne réclame un gendarme du monde. Plus personne n'en veut. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est quand l'Occident aura compris que l'occidentalisation du monde était terminée, ça a duré 5 siècles. Bon, je ne vais pas revenir sur les grandeurs et les méfaits. Et là, vous jetez un coup d'œil à Jean-Michel Apathy. Mais voilà, 5 siècles. 5 siècles. Aujourd'hui, les peuples, les civilisations, les empires, etc., veulent reprendre leur place sur la scène internationale. Bon, c'est un fait. Voilà. Il ne faut pas résister. Mais vous résistez comment? Vous tuez tout le monde? Mais vous parliez tout à l'heure avec M. Breton du dollar, mais vous pouvez parler aussi de la prolifération nucléaire. Enfin, vous avez plus de la moitié du monde qui ne veut pas, et qui donc cherchera par tous les moyens à se protéger contre un retour du gendarme du monde occidental. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Et c'est Mais un de fait, précisément, les Américains sont aujourd'hui à la fois les gendarmes et les arbitres. D'abord, non, ils essaient de l'être, ce qui n'est pas la même chose. Non, vous avez raison, mais on va différencier les situations. Ils interviennent assez directement en Israël, dans le conflit que Israël mène à Gaza. À partir du 7 octobre, nous connaissons la situation. Gaza, on voit l'état dans lequel c'est aujourd'hui. Il y a des projets américains, il y a beaucoup de choses imaginées par les Américains. Donc là, ils sont un peu les gendarmes. Les gendarmes en Iran, parce que de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, ils ne demandent rien à personne. Donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Les arbitres, plutôt par rapport à l'Ukraine, avec une situation complaisante vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui nous embête bien quand même, parce qu'on comprend que c'est nous qui devrons faire l'effort militaire dans les années à venir, et nous n'en serons peut-être pas capables. Et les Américains penchent trop du côté de Poutine pour qu'on puisse accepter cela sans rien dire. Enfin, on ne peut pas dire grand-chose non plus. Et ensuite, il reste le dernier aspect dont on ne sait pas exactement ce qu'il va être, c'est le dialogue avec la Chine que Donald Trump veut entretenir. Si Xi Jinping, qui est en train de décapiter son armée pour des raisons qui nous échappent, attaque Taïwan, que vont faire les Américains? S'ils font quelque chose, nous ferons peut-être quelque chose avec eux. S'ils font rien, on fera rien avec eux. Donc ils sont à la fois les gendarmes et les arbitres. De fait. Les arbitres, je ne suis pas sûr. Sinon sur quelques conflits très, très localisés. Mais les Américains ne veulent plus aller faire la guerre à l'extérieur. Bon, ils n'ont pas les moyens d'ailleurs d'aller faire la guerre à la moitié du monde. Hein. C'est aussi puissant soit-il. C'est pas tout à fait vrai. On en a l'illustration là. Face aux Chinois, eux veulent résister. L'Iran, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est pas la Turquie, etc. Donc ils déplacent des forces considérables? Oui, enfin, les forces là sont considérables parce qu'on n'a pas l'habitude, mais si on regarde, c'est un petit morceau de la flotte américaine. C'est pas, on n'a pas déplacé. Bon, c'est pas. Encore une fois, on va pas
conquérir l'Iran avec l'armada qui a été déplacée. Il faut beaucoup plus. Regardez ce qu'il avait fallu pour le Koweït. Il avait fallu une force multinationale d'un demi-million d'hommes. Ouais, un demi-million d'hommes pour chasser Saddam Hussein du Koweït. Et en plus, ils doivent le faire en essayant de ne pas avoir de morts. Parce que s'ils ont un mort pour les États-Unis et surtout pour Donald Trump, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, la marge est quand même plus limitée qu'on le pense. Mais de fait, ce sont quand même des gendarmes. Et alors, de fait, c'est le seul. Non, ils voudraient bien être des gendarmes, oui, mais ils n'ont plus tout à fait les moyens d'être les gendarmes qu'ils étaient auparavant. Je pense que cette époque-là, elle est terminée. Et donc, il faut qu'ils arrivent à transiger entre leur volonté de domination et la réalité de leur puissance, des contraintes qui s'imposent à eux. Voilà, c'est fini ce monde-là. Le monde, il est multipolaire. Voilà, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est plus dangereux qu'un monde unipolaire ou bipolaire, surtout bipolaire. Bon, mais c'est comme ça. Bon. Et ne pas essayer d'organiser ce monde est une chose, mais vouloir nier cette multipolarité en est une toute autre. Voilà, vous parlez de la Chine. D'ailleurs, c'est un exemple extraordinaire, Taïwan, parce que là, on est au cœur des contradictions. En droit international, Taïwan, c'est chinois. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Donc, est-ce que les Américains, tous les exercices qu'ont fait les États-Unis sur l'armée américaine sur un éventuel conflit à propos de Taïwan, montrent que le coût humain, en matériel, économique, mais humain, est considérable. Voilà, donc le président des États-Unis qui se trouvera confronté à cette situation, il sera confronté, là encore, à un dilemme tragique, et au pied du mur, il décidera. Mais peut-être pas, parce que l'administration Biden, après, je ne sais pas s'il l'aurait fait, mais elle était claire. Non, mais il y a une différence quand même. Tout compte, rien n'est négligeable. Si la Chine envahit Taïwan, nous intervenons. L'administration Biden le disait, Trump ne dit rien. Et côté chinois, on a dû remarquer le silence américain. On doit penser qu'on a davantage les mains libres avec l'administration Trump qu'avec l'administration Biden. C'est une position d'arbitre, de fait, des Américains. Si les Américains voulaient faire peser une menace qui pourrait faire réfléchir les Chinois, ils le feraient. Là, ils ne le font pas. Donc, voilà. Est-ce que vous vous sentez embarqué quand Trump dit nous, on n'acceptera jamais que l'Occident soit dépassé par les Chinois? Est-ce que vous vous sentez, même si ni l'un de nous vous êtes trumpiste et je pense vous pas très pro-américain de penchant naturel, on n'est pas très chinois, je suis pas anti-américain, mais je suis pas non plus. Est-ce que vous vous sentez embarqué par Trump qui dit dans la tradition américaine, d'ailleurs, nous, on n'acceptera pas que les Chinois passent devant. C'est inacceptable. Ou est-ce que vous dites, en tant que puissance économique, ou est-ce que vous dites c'est le cours du monde, voilà, c'est fini, la domination occidentale, c'est fini? La seule solution raisonnable et civilisée, c'est qu'on se débrouille en Occident pour faire mieux qu'eux. Maintenant, si vous pensez que la solution, c'est la guerre, alors là, je ne peux pas partager ce point de vue, qui est un point de vue complètement délirant, qui va mettre va provoquer une catastrophe mondiale. C'est pareil, c'est comme si vous voulez faire la guerre, si tout l'Occident décide de faire la guerre, vraiment la guerre à la Russie. Mais c'est un désastre. Vous avez des milliers de têtes nucléaires, et même si vous détruisiez la Russie, ce serait un désastre encore plus grand. Les têtes nucléaires se promèneraient partout. Il faut revenir d'ailleurs à Brzezinski, vous savez, le conseiller de Carter, qui est un peu le pendant démocrate de Kissinger, mais qui est un grand esprit. Il avait dit, la question centrale, c'est celle de l'Eurasie. C'est celui qui domine l'Eurasie, domine le monde. Et l'Eurasie, aujourd'hui, elle est un enjeu considérable. Les Européens ne peuvent pas le dominer tout seuls, les Chinois non plus, les Russes non plus, les Turcs non plus, les Indiens non plus, mais néanmoins, ils sont tous autour, là, et c'est pas, les États-Unis vont pas régler ce problème, et l'Occident non plus. C'est-à-dire que si l'Occident se lance dans une espèce de domination, une volonté de domination de l'Eurasie, tout le monde va le payer très très cher, à commencer par l'Europe. L'Europe qui est le petit bout de l'Eurasie, qui n'est pas un continent séparé, il y a une continuité géographique, donc avec des steppes, des plaines immenses où vous pouvez faire manœuvrer des armées considérables, des masses considérables. L'équilibre du monde est un équilibre fragile. Voilà. Alors, on peut avoir envie très fortement, ici ou là, d'intervenir pour mettre des limites, pour satisfaire nos valeurs qu'on n'a pas, qui est toujours difficile d'imposer aux autres. Enfin, c'est quoi cette idée que nous devons faire triompher nos valeurs chez les autres? La vitalité chinoise est sans doute le grand fait de ces 20 dernières années. Et vous aurez l'Inde après. Et les Chinois, oui, mais alors les Chinois... Non, mais c'est intéressant juste parce que la grande erreur qu'a fait Trump quand même là,
vraiment, ça a été le jour où il a voulu taxer les Indiens d'une façon exorbitante, alors que c'était un allié naturel de l'Occident, et en particulier des États-Unis, notamment face à la Chine. Ben, le résultat, c'est que l'Inde, elle a glissé vers le triangle russe, chinois et indien. Voilà. L'Inde sera la plus grande puissance démographique à la fin du siècle. Mais les Chinois, pour en revenir à eux, qui n'ont rien inventé, sont des copieurs formidables. Et du coup, ils sont par la copie des innovateurs. Maintenant, ils inventent. Regardez le marché de l'automobile, regardez comment ils inondent le marché de la téléphonie mobile. Enfin, mais maintenant, regardez tout ça. Et donc, on peut imaginer que si le désordre politique ne s'installe pas en Chine, on ne voit pas bien comment il s'installerait pour l'instant, parce que c'est quand même assez verrouillé, on peut imaginer qu'économiquement, ce sera une immense puissance dans 20 ans. On peut l'imaginer. Oui. Je ne vois pas bien Alors, il y a ce qui pourra contrarier ça, mais on verra bien. La seule chose qui contrarie cette montée en puissance, c'est la démographie. C'est-à-dire que la population chinoise va baisser d'ici la fin du siècle, et très sensiblement. C'est un facteur. Voilà, très fortement. Alors, les projections démographiques valent ce qu'elles valent, mais il y a quand même, pour l'instant, la tendance lourde, c'est qu'on va vers une très forte décroissance, contrairement à l'Inde. Par boutade, on va dire qu'ils sont encore nombreux, quoi. Par boutade. Mais oui, mais ils peuvent perdre jusqu'à au moins 40% de leur population d'ici la fin du siècle. Un peu plus. Donc, voilà, donc tout ça, je ne sais pas ce que sera à l'avenir. Ce que je sais, c'est qu'on ne résout pas tous les problèmes par la guerre, surtout quand on n'est pas prêt à faire la guerre. La faire vraiment. Voilà, c'est que et après il y a toujours le risque des engrenages. Voilà, personne ne voulait la guerre de 14, personne en réalité au pied du mur. Et puis finalement, elle est arrivée quand même. L'Empire américain. Regardez, tout à l'heure avec Thierry Breton, on regardait cette carte et parfois c'est les évidences les plus connues qui tout à coup vous sautent ou vous ressautent au visage. Là, l'héritage du général de Gaulle. Je vous ai entendu tout à l'heure faire l'apologie. Vous avez raison.